Namasté et bienvenue sur Sadhana Chronique. Je suis Claire, professeure de yoga intégral et je t'accompagne pour réduire les effets négatifs du stress grâce à tous les outils du yoga. Namasté, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour le 8e épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience personnelle avec les postures de yoga. Alors j'ai intitulé cet épisode « J'ai arrêté les postures de yoga et voici ce qui a changé ». Donc pour faire un peu l'historique, j'ai déménagé en Inde fin septembre 2024. J'ai commencé par faire de la traduction dans une école pendant 3 semaines, une école de yoga, et j'ai continué avec une autre école à organiser des groupes en français avec de la traduction et à y faire du management et à les aider dans diverses tâches. Donc c'est vrai que j'ai complètement changé ma routine dans ce nouvel univers en fait. Dans ma chambre, à l'époque, c'était pas forcément assez grand ou assez joli ou assez lumineux. En fait, j'étais presque dans un bunker. Je m'y sentais bien parce que ça faisait cocon, mais pour pratiquer le yoga et surtout les postures, c'était pas vraiment motivant pour moi. Et en décembre 2024, j'ai commencé une mantra sadhana. Donc les mantras, ce sont des prières, grossièrement en sanskrit, que l'on récite. Donc on peut les chanter quelques fois ou réciter avec un mala. Donc c'est comme un chapelet. Et le mala comporte 108 graines. Donc en fait, on prend un mantra et on le récite 108 fois. Et j'avais pris l'habitude pendant au moins 40 minutes tous les matins de faire ma mantra sadhana. C'est quelque chose dans lequel je me sentais entièrement bien. Et j'ai beaucoup développé bhakti, qui signifie la dévotion en sanskrit. Donc j'avais vraiment une routine complètement différente. C'est-à-dire que le matin, je me levais, je me lavais, etc. Et ensuite, je commençais ma mantra sadhana, donc à peu près 40 minutes le matin. Et puis, j'allais boire un petit chai au bord du Gange tous les matins. Et certains jours, j'allais aussi dans des temples. Donc le lundi, par exemple, dans le temple de Shiva. Le mardi et le samedi dans les temples de Hanuman. Et les jeudis aussi, comme c'est le jour de Guru, j'allais dans différents temples. Voilà, ça prend quelques minutes, faire ce que j'avais à y faire. Et ça faisait partie intégrante de ma sadhana. Les mantras, c'est devenu pour moi quelque chose d'essentiel pour ma santé mentale. Parce qu'en fait, quand on récite des mantras, on chante en langue sanskrite, et c'est une langue qui est dite sacrée. Et donc, quand on fait vibrer les phonèmes de cette langue, eh bien, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, et il y a aussi les vibrations qu'on envoie à l'extérieur. Donc forcément, quand on chante des mantras de la paix à haute voix, eh bien, on envoie des vibrations de paix à l'extérieur. Et ça peut, si collectivement on faisait tout ça, avoir des effets bénéfiques autour de nous, sans même que les gens s'en rendent compte. Et ensuite, à l'intérieur, eh bien, on développe, on crée des vibrations en chantant, en récitant les mantras. Et une fois de plus, les phonèmes qui ont tous une signification en fait, et qui sont sacrés, vont permettre d'apporter un bien-être, tout simplement en relâchant des endorphines, donc la sérotonine, la dopamine, et tout ça va permettre de faire baisser le cortisol et l'adrénaline, donc les hormones du stress qu'on essaie de combattre aujourd'hui, puisque eh bien on est constamment sollicité en fait, ce qui fait qu'on est toujours dans un état d'alerte et de stress permanent et d'anxiété permanente. En se posant dans le silence et en restant des mantras à notre rythme, dans le calme, en étant très concentré, eh bien on va développer un bien-être vraiment qui est instantané. C'est-à-dire que quand on prend un chapelet, un mala pour la première fois et qu'on arrive en se concentrant, à réciter 108 fois un mantra, peu importe lequel c'est, on va voir tout de suite les bénéfices. Donc le sujet ne sont pas les mantras ici, mais en fait j'ai remplacé les postures de yoga par les mantras. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées au début. Et sans m'en rendre compte, eh ben, je me suis passé des postures vraiment sans problème en fait.
Alors j'ai pris l'habitude ici en Inde d'être assise par terre ou en tailleur ou sur les genoux assez régulièrement en fait tous les jours. Peut-être pas 8 heures par jour, mais un temps voilà qui est beaucoup plus important que quand j'habitais en France. Donc c'est vrai que le fait aussi de devoir s'asseoir tous les matins 40 minutes sans bouger ou très peu, ben ça aide. Et malgré le fait que j'avais arrêté les postures de yoga, eh bien mon corps pouvait rester assis, tout simplement parce que je voyais pas le temps passer en récitant mes mantras, quoi. Alors concernant les postures, j'avais pratiqué un petit peu en décembre avec un des groupes dans l'école de yoga. Après j'ai arrêté, ça n'a pas duré longtemps. J'ai arrêté et en juin et juillet l'année dernière, j'avais été dans une école qui est ici à 5 minutes de chez moi, prendre des cours le matin. Donc voilà, peut-être 4, 5 fois par semaine, ce qui est en fait pas mal, 1 heure ou 1 heure 30. Et c'était difficile. C'était difficile de reprendre euh, parce que j'avais pas pratiqué depuis un moment et mon corps me l'a bien fait ressentir. Et bien que euh, j'ai ressenti des bienfaits à pratiquer les postures, eh ben je me suis rendu compte que ce qui me convenait le mieux à ce moment-là, c'était les mantras. Concernant mon corps, la souplesse, elle revient assez rapidement parce que le cerveau se souvient que autrefois, eh ben, il a été souple et qu'il a été assez loin. Et puis ça faisait, on va dire, 1 an que j'avais pas pratiqué peut-être ou un petit peu moins. Donc finalement, mon corps, il se souvenait de tout ça. Donc c'était pas si difficile de retrouver une certaine souplesse dans certaines postures. Ensuite, je dirais qu'au niveau de la force, c'était plus difficile et au niveau de l'endurance aussi. Quand j'avais repratiqué donc en Inde avec un prof, c'était pendant la mousson, il faisait chaud et humide et je n'arrivais pas à tenir en fait, j'avais la tête qui tournait. Je me souviens que c'était difficile de reprendre les postures. Euh, voilà, notamment en ce qui concerne l'endurance et la vitalité générale. Alors, pourquoi est-ce que j'ai arrêté les postures? Bah, je vous l'ai dit au début, j'étais pas dans un environnement dans ma chambre très positif pour pratiquer. Ensuite, j'ai appris avec une prof qui est vraiment exceptionnelle au niveau des postures. Et toute seule, je n'arrivais pas à créer moi-même des séquences rapidement qui puissent me convenir et qui soient à la hauteur de ce que j'attendais des séances posturales en fait. En fait, je me suis habituée à des séances où la posture suivante est logique par rapport à celle d'avant. Donc improviser un flow, c'est pas trop pour moi, quoi. Je suis pas dans cet état d'esprit-là. J'aime bien quand c'est cadré, j'aime bien quand c'est logique, mais je pense que j'avais pas assez d'expérience pour sur le moment improviser une séance qui soit logique pour le corps, pour l'objectif que je souhaite avoir ce jour-là, par exemple travailler les hanches, travailler le dos, peu importe. Et donc j'ai eu un genre de démotivation parce que je voulais être perfectionniste. Et ensuite, soyons très clairs, en Inde, il y a des très bons professeurs de yoga, et notamment pour les ajustements. En revanche, je trouve que pour les séquences, eh bien, il y a moins de logique. Euh, voilà, il y a moins cette logique. Par exemple, je passe de telle posture à telle posture. Des fois, c'est pas super logique et on ressort d'une séance où finalement, bah, on n'a pas, par exemple, on est allé trop vite sur une posture sur la tête sans avoir préparé les muscles des épaules qui vont nous soutenir. C'est un exemple, hein. Donc en fait, je me sentais vraiment plus motivée à pratiquer les postures à cause de mon environnement et ben, le fait de pas avoir ma prof fétiche qui puisse me guider à ce moment-là. Et le fait d'être en Inde m'a permis de me rapprocher des mantras et de me rapprocher de Bhakti, la dévotion. Parce que quand on va au temple, quand on va à une cérémonie en Inde, il y a toujours des mantras qui sont chantés. Et j'avais depuis très longtemps ce besoin de comprendre et de connaître les mantras. Et c'est quelque chose qui m'a passionnée tout de suite.
Au-delà en fait de la récitation, c'est aussi le sens qu'il y a derrière et pourquoi on fait ça, pourquoi on chante comme ça, pourquoi on s'adresse à tel Dieu. Puisqu'ici, ben, c'est omniprésent dans la vie de tous les jours. Et donc, en me tournant vers la récitation des mantras, eh bien, ça m'a permis de me sentir beaucoup plus proche de Sanatana Dharma, donc c'est ce qu'on appelle en Occident l'hindouisme, et finalement de me sentir encore plus chez moi en Inde. Alors, je suis pas là pour vous dire que les postures de yoga, elles sont inutiles, puisque ce serait complètement faux. Les postures de yoga, elles sont utiles pour préparer le corps à l'assise, c'est-à-dire à rester assis pendant plusieurs heures en vue de faire nos pranayama et de faire les exercices de concentration et peut-être d'atteindre l'état de méditation. Donc ça, sur le papier, c'est ce que dit Patanjali. Et il a pas tort en fait. Quand on ne fait pas d'activité physique, eh ben c'est très très difficile de rester assis plus de 5 minutes sans avoir des fourmis dans les jambes, sans avoir mal au dos et sans que le dos s'affaisse et s'arrondisse. Donc c'est tout à fait logique aujourd'hui de pratiquer des postures de yoga et notamment en Occident parce qu'on est assis sur une chaise toute la journée, le dossier nous tient le dos donc on est moins fort, on est en général moins souple. Ça, je le vois ici en Inde. Il y a des papis de 70 ans qui vont, par exemple, réparer la roue d'une voiture. Ils sont en posture de squat complet et c'est pas douloureux pour eux. C'est très très naturel et ça, c'est quelque chose qui existe dans toute l'Asie. Donc, alors ça veut pas dire qu'il fait des postures de yoga, mais en Occident, on bouge pas autant. Et c'est très fréquent à 30 ans d'avoir les hanches tellement raides que c'est difficile de s'asseoir en tailleur. Donc, les postures de yoga sont importantes. Pour ma part, dans mon expérience personnelle, j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin de toucher à quelque chose de plus subtil et de ressentir des choses plus subtiles que les postures de yoga. Donc, le fait d'avoir eu un environnement qui n'était pas forcément propice pour pratiquer les asanas, les postures, eh bien, ça m'a permis d'apprendre quelque chose d'autre et de développer Bhakti, voilà, de faire autre chose et de me sentir encore plus proche ici en Inde de la culture. Et dans le même temps, les mantras, eh bien, ils aident aussi à réduire le stress. C'est-à-dire que maintenant, parler devant un groupe de 30 ou 60 personnes, ben, ça me pose pas de problème. Peut-être que je vais avoir 10, 20 secondes de stress, de mon cœur bat un petit peu plus vite, les mains moites, mais après ça passe. Alors que bah, ça, j'en étais vraiment pas capable il y a quelques années. Et même en pratiquant des postures de yoga, même si c'est avec ça que j'ai abordé le yoga quand j'ai découvert ce que c'était et que ça m'a beaucoup aidé. Mais les mantras m'ont offert quelque chose de plus profond, je dirais. Alors si je dois faire le bilan aujourd'hui, je dirais que j'ai certainement manqué d'équilibre dans ma sadhana. C'est-à-dire que pendant un an, j'ai eu une mantra sadhana uniquement, pas de posture, très très peu de pranayama, et je ressentais juste le besoin de réciter les mantras, de chanter, et je sais que c'est quelque chose qui aide vraiment vraiment le mental, mais aujourd'hui, ben j'ai 34 ans et je le sens, mon corps, il veut aussi bouger, il veut aussi être plus endurant, il veut aussi être plus souple et se sentir plus vivant. Et ça, c'est pas quelque chose que les mantras vont me donner. Donc, il n'y a pas de cité à refaire ou quoi, parce que à ce moment-là, je sais que j'avais besoin des mantras pour une raison précise, qui était ma santé mentale. Mais on peut pas nier que les postures de yoga sont très utiles. Donc là, c'est un des objectifs que je me fixe hein, très clairement, c'est de reprendre les postures petit à petit. Et, et c'est pas super simple. C'est pas super simple de reprendre quand on n'a pas bougé pendant un moment. Mais voilà, je me donne cet objectif et puis je vais voir ce que ça donne. Sachant que j'ai un passif en fait au niveau des postures, je pars pas de zéro. Et le fait de savoir comment le corps fonctionne et quels muscles je dois engager, etc. dans une posture, c'est très 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 utile. Donc mon bilan, c'est que l'équilibre, c'est mieux que de mettre tous ses œufs dans le même panier.
Même si je dois avouer que ne pas bouger des fois quand on n'est pas motivé, c'est sympa. C'est-à-dire que moi aussi j'ai eu des périodes de flémingite aiguë. Et mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps de reprendre les postures un petit peu, au moins 10-15 minutes par jour, de le coupler à autre chose, puisque puisque c'est pas pour moi le yoga n'est pas uniquement autour des postures. D'ailleurs, j'ai fait un post il y a pas très longtemps sur Instagram, un post qui a plu et déplu à la fois. En tout cas, ça a fait réagir parce qu'en fait, j'explique clairement ce que Patanjali raconte dans les Yoga Sutras et clairement, il ne nous dit pas de pratiquer des postures de yoga. Les postures, elles ont été créées bien après ou même si elles ont été créées à cette époque-là, ce n'est pas ce dont Patanjali nous parle. Il nous dit simplement que nous devons avoir une posture stable et confortable pour la suite de la pratique. La suite, c'est la rétention du souffle par les pranayamas et le retrait complet des sens, c'est-à-dire que tout part à l'intérieur, on oublie complètement ce qu'il y a à l'extérieur, et à ce moment-là, peut-être, on va réussir à se concentrer pour atteindre un état de méditation, et ensuite atteindre un état très très subtil de samadhi qui est même indescriptible, puisque les personnes qui ont atteint samadhi soit n'en sont pas revenues, soit n'ont jamais dit ce qu'elles ont ressenti. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que chaque expérience est personnelle, donc même si une personne vous dit que samadhi c'est ça, et bien peut-être que pour une autre personne ce sera quelque chose de complètement différent. C'est c'est très très personnel et il ne faut pas tomber dans la comparaison avec les autres à ce niveau-là. Bref, tout ça pour vous dire que les postures, elles sont utiles aussi pour dépenser notre cortisol. Peu importe le sport, l'activité sportive qu'on va faire, on va dépenser du cortisol et à la fin on se sent mieux. On a la chance au yoga d'avoir notre posture fétiche à la fin qui est Shavasana, la posture du cadavre, pour rester 10 minutes et laisser au corps le temps de redescendre en température, redescendre, laisser le mental se poser et revenir au réel tout doucement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut pas lâcher, pas oublier. Et il y a un conseil que je donnais il y a quelques années et qu'il faut aussi que j'applique à moi-même, c'est la règle des 3 secondes. C'est qu'au lieu de se dire est-ce que je suis motivée, est-ce que j'en ai envie, c'est tout simplement de laisser ça de côté et de prendre le temps de compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, et j'y vais. Se lever et faire ce qu'on peut. Même si ça veut dire dérouler son tapis, faire 2 étirements et s'en aller, c'est très bien. Mais en tout cas, cette règle des 3 secondes, elle est très utile pour commencer à trouver la motivation. Et le plus dur, c'est toujours de commencer. Et je vais pas vous cacher que moi, je suis dans cette phase-là de trouver la petite étincelle pour au moins dérouler mon tapis. Et je vais appliquer cette règle des 3 secondes, c'est-à-dire, je suis pas motivée, c'est pas grave, 1, 2, 3, j'y vais. Et j'espère bien que cette technique qui a été très efficace pour moi dans le passé va l'être dans le futur. Donc voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. C'était pour vous partager un peu une partie de mon quotidien ici avec le yoga, avec les mantras et avec ma sadhana depuis que j'habite en Inde. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, j'habite toujours en Inde et je suis officiellement ici à Rishikesh. Et si j'ai l'occasion, eh bien je vous tiendrai au courant comment ça se passe, si j'ai réussi à reprendre les postures ou pas. mais mais voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est de faire peut-être moins mais mieux, parce que ça arrive à tout le monde d'avoir de la démotivation. Ça arrive à tout le monde et il faut pas se culpabiliser en fait. La démotivation ou même la procrastination, ça démontre toujours quelque chose d'autre, quelque chose qui est sous-jacent, qui c'est un signe en fait de quelque chose. Donc il faut essayer de trouver pourquoi et si possible arranger ça et revenir petit à petit sur le tapis ou ou voilà, trouver peut-être aussi une autre activité physique ou quelque chose qui nous convient mieux parce que peut-être que finalement le yoga pour certaines personnes, le yoga postural, eh bien c'est pas ça ou c'est pas ce dont elles ont besoin à ce moment-là. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt.